Merci à tous de regarder la télévision Grande Vision et bienvenue dans cette grande édition du journal. Voici le titre. Plus de 80 personnels de l'ISTEM Kananga rejettent le nouveau comité de gestion nommé par le ministre des tutelles Mwindo Nzangi. Déclaration faite dans un mémorandum adressé au président de la République. Ces agents notent que faire partir le comité de gestion actuel équivaudrait à remettre leurs institutions à genoux. Nous y reviendrons dès le début de ce journal. Et puis 4 morts, dont un Ougandais, une Congolaise et 2 Chinois. Tel est le bilan d'une attaque de rebelles Codeco en Ituri dans un site minier. L'analyste des questions politiques Franck Sea voit une forme de boycott à l'état de siège et une menace aux institutions politiques. À la une de l'actualité, 91 membres du personnel de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kananga, nous sommes dans la province du Kassai central, disent rejeter le nouveau comité de gestion nommé par le ministre des tutelles Mwindo Nzangi Boutondo. Déclaration faite dans un mémorandum adressé au président Félix Tshisekedi le jeudi 26 novembre dernier. Dans ces documents, ces agents notent que faire partir le comité de gestion actuel équivaudrait à remettre leur institution à genoux et souhaitent que ces comités dirigés par le professeur Mukandou Bassoua finissent son mandat. Il prie enfin le ministre Mwindo Nzangi d'annuler son arrêté. En appui à leur position, le personnel de l'ISTEM Kananga évoque 9 raisons. Il cite pêle-mêle le fait que leur institution, étant jeune, a besoin d'avoir ses propres bâtiments et que le comité de gestion en place, nommé le 28 juin 2019, abat un travail énorme et ne peut être remplacé aussi vite. Sur le site de cet établissement, les étudiants s'y préparent à marcher pacifiquement en signe des protestations contre l'arrêté du ministre. Pour rappel, dans un arrêté signé le 22 novembre dernier, le ministre de l'ESU a nommé le professeur Malou Kankou au poste de directeur général de l'ISTEM Kananga, les professeurs Donatien Moulamba, Katoka, secrétaire général académique, les chefs de travaux KMB Mputu et Ignace Mbaou, respectivement secrétaire administratif et administrateur du budget en remplacement du comité dirigé par le professeur Moukando. Quittons la province du Kassai central pour se rendre dans celle du Kassai oriental. C'est parti pour la réhabilitation et la modernisation de l'aéroport de Bipemba en Mbuji-Mayi. Le coût d'envoi de ces travaux, financés conjointement par le gouvernement congolais et BAD, a été donné le jeudi par la gouverneure Aïe en présence du directeur général de la RVA, considérée comme la plus grande plateforme aéroportuaire de l'espace Kassai. L'aéroport de Mbuji-Mayi aura le mérite, une fois les travaux achevés, de désenclaver cette partie du pays tout en renforçant ses capacités économiques. Le détail avec notre correspondant sur place, Franck Mbambi. Après la pose de la première pierre, la gouverneure intérimaire du Kassai oriental a pris les commandes d'une chargeuse pour lancer officiellement les travaux de réhabilitation et de modernisation de l'aéroport de Mbuji-Mayi. Des travaux qui s'inscrivent dans le cadre du projet prioritaire de sécurité aérienne PPSA Phase 2, porté par le gouvernement de la République, selon la vision du chef de l'État. Le responsable de la mission de contrôle détaille les types de travaux à réaliser dans ce grand aéroport de la zone centre-ouest du pays. La réhabilitation et le renforcement de 2000 mètres de la piste existante, le prolongement de 320 mètres supplémentaires, la construction d'un nouveau tarmac de 250 x 110 mètres capable d'abriter 5 aéronefs, la construction d'une route d'accès et de la caserne anti-incendie, ainsi que la construction d'un système de balisage et d'un réseau de drainage des eaux pluviales ainsi que des eaux usées. Le délai d'exécution de ce premier lot est de 24 mois. Et le deuxième lot confié à cette entreprise concerne la construction des bâtiments. Repartis en quelques volets, ces chantiers seront tenus par 3 entreprises spécialisées dans la construction et équipement des infrastructures aéroportuaires. C'est le gouvernement congolais et la Banque africaine de développement qui cofinancent cet important projet à hauteur de plus de 30 millions de dollars américains. Le directeur de la RVA, Alphonse Chungu, se dit flatté par le démarrage du PPSA 2 à l'aéroport de Mbuji-Mayi, dont l'importance n'est pas à démontrer. L'aéroport de Mbuji-Mayi a été retenu dans le plan AFI de navigation aérienne comme aéroport de dégagement pour les vols internationaux en survol dans la région. À ce titre, force est de reconnaître aujourd'hui l'opportunité
l'urgence et la nécessité de doter cette plateforme d'infrastructures de sécurité aérienne et de traitement de passagers à même d'améliorer ses conditions d'exploitation et ainsi répondre aux exigences techniques et opérationnelles reconnues aux aéroports de sa catégorie. Pour le maire de Mbuji-Mayi et la gouverneure intérimaire du Kasaï oriental, ce projet du gouvernement de la République devra ouvrir l'espace Kasaï au reste du monde et renforcer ainsi ses capacités économiques. Pendant 7 ans, dans la province du Olomami, le gouverneur Aïe Kabamba Ilunga Wabatami a déposé hier jeudi 25 novembre le projet du budget exercice 2022 au bureau de l'Assemblée provinciale. Le détail avec notre correspondant Gina Kalala. Le gouverneur du Olomami, Kabamba Ilunga Wabatami, a déposé ce mercredi 25 novembre le projet du budget exercice 2022 estimé à 134 milliards 868 600 747 francs congolais reçus par les vice-présidents et membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Olomami qui ont salué ces gestes étant donné que les processus étaient respectés, déposés dans les délais, a indiqué le vice-président honorable Mac Tembo. Je pense aujourd'hui c'est le 25 novembre que nous venons de recevoir, comme la loi le dit. Je pense que nous n'avons pas de commentaires à faire. Au moment opportun, nous allons vous inviter, ensemble avec les collègues députés, lors d'une plénière, je pense, vous aurez à défendre votre budget. Kabamba Ilunga Wabatami, gouverneur intérimaire, a rappelé les processus au bureau de l'Assemblée provinciale du Olomami, accompagné de quelques membres de son cabinet politique et du ministre des Finances, du Budget et ceux de l'Environnement chargé des relations avec l'Assemblée. Nous avons tenu à respecter la date du 25 novembre, date qui est constitutionnellement requise pour le dépôt du projet de budget pour la province du Olomami. Pour rappel, ce gouvernement Wabatami dit exceptionnel est né de la destitution au mois de mai dernier d'une assemblée provinciale à une autre ici dans la province du Haut-Katanga. Le président Aïe Michel Katebengoy a reçu dans son cabinet de travail ce vendredi 26 novembre le bourgmestre de la commune de Likasi venu présenter ses civilités après sa réhabilitation à ses postes. Olivier Mounongo revient sur l'essentiel de leurs échanges dans ses propos recueillis par Nathalie Moinzé et Prince Moutoka. Suivez. Il n'y a pas 2 mois que j'ai été réhabilité comme bourgmestre à Likasi. J'avais un dossier qui me préoccupait, qui préoccupait toute la population de Kamatanda, de la redevance minière. Alors nous nous sommes battus ensemble avec le président de l'Assemblée et tous les députés. Raison pour laquelle, après ma mission diplomatique à Kinshasa, je me suis dit que je rencontre le président de l'Assemblée pour lui dire non seulement merci et lui témoigner tout notre soutien et le soutien aux députés de Likasi qui s'est démené pour que la province puisse nous aider à obtenir la redevance minière. Donc ici, je me réjouis, en ma qualité de bourgmestre de la commune de Likasi, pour la victoire que je viens de faire pour l'intérêt du chef de l'État. Je crois qu'avec la redevance minière, vous allez voir ce que nous allons faire dans ma commune et que la population aussi, à son tour, promette la victoire de 2023 au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bon, le président s'est réjoui d'avoir un bourgmestre reconnaissant, parce que je sais que l'Assemblée m'a appuyé, m'a accompagné, ainsi que le gouverneur Jacques Yaboula. Donc, je ne pouvais qu'être heureux. Je l'ai annoncé dans les titres, à la suite de l'attaque de rebelles Codeco en Ituri et en fait état de 4 morts, dont un Ougandais, une Congolaise et 2 Chinois dans un site minier. L'analyste des questions politiques, Franck Seya, voit une forme de boycott à l'état de siège ainsi qu'une menace aux institutions politiques face aux relations bilatérales entre la RDC et la Chine. Propos recueillis par Israël Mteba. Quand on parle à l'est du pays, nous retrouvons là-bas, il y a des rebelles. Un Chinois peut se retrouver à l'est du pays
dans les mains des rebelles, et quand ils se retrouvent dans les mains des rebelles, et la responsabilité sera toutefois déclinée au niveau supérieur de l'autorité de l'État. C'est une légèreté pour nous les politiciens, précisément congolais, où s'il y a un problème qui se base et qui se passe au niveau du territoire national, au lieu de passer sur des consensus, de relever un défi, nous sommes obligés de chercher comment nous affaiblir. Nous comprendrons qu'à un certain niveau sur les stratégies politiques, c'est du boycott. On cherche à affaiblir le monsieur qui est en place au pouvoir, afin de montrer, d'occasionner des failles à l'est du pays et en occasionnant la guerre contre les Chinois et que la Chine puisse se tenir debout et se ramener à un récit de ne pas trouver un consensus, de collaborer avec notre pays, soit les autorités qui sont en place. Et à un certain niveau, moi je dirais qu'il faudrait que notre gouvernement ait l'œil solide d'instaurer réellement l'état de siège dans les différents types de coins et de ne pas laisser le temps à quelqu'un qui vient au sein de notre pays, soi-disant rebelle, ou soit M23 et les autres que nous sommes en train de voir sur les réseaux sociaux énumérés de gauche à droite, et de nous laisser le temps d'arriver jusqu'à tel point de combattre les expatriés qui viennent pour nous tenir un coup de main au sein de notre territoire national. Revenons ici à Lubumbashi pour parler société. Les conducteurs des taxibus Luchois se plaignent de la multiplicité des taxes leur imposées sur la route. Certains opérants sur l'arrêt aéroport se sentent confiés à nos reporters. Israël Mteban nous en dit plus. La situation routière actuelle inquiète plusieurs conducteurs des taxibus Luchois. Ces derniers se plaignent des différents documents leur imposés sur la route. D'aucuns ne comprennent pas jusque-là ce dont il est réellement question. Lorsqu'on entre sur une voie, tantôt on t'arrête parce que le véhicule ne pas paie un jaune. Même s'il est un jaune, tantôt ce sont des documents. Et quand on t'arrête, c'est l'argent qu'on démonte. D'autres par contre savent de quoi il s'agit, mais déplorent l'organisation de ces différentes taxes routières. Les barrières sont là, seulement pour contrôler la numérotation et la quittance. Et ceux qui contrôlent sont des agents de la mairie. Dès qu'ils vérifient la numérotation, ils ne demandent rien d'autre. Ce n'est pas la DGR4. Tout ce qu'on demande aux autorités, c'est d'émettre seulement de l'ordre. S'il s'agit de contrôler tel ou tel autre document, qu'ils nous les disent et qui se limite seulement à ça. Ça nous permettra de nous préparer conséquemment. Depuis un temps, des barrières sont visibles sur différentes routes de Lubumbashi et certains chauffeurs revoient à la hausse le prix du transport dans d'autres coins de la ville. Tout à fait, autre chose à présent dans ce journal, le phénomène de migration des Africains vers l'Europe devient de plus en plus fréquent de nos jours. La situation économique serait à la base de ces déplacements des populations. Quel avenir pour l'Afrique qui se vide de ses habitants et quelles précautions prendre au profit de l'Afrique? Frédéric Amani, internationaliste, répond à ces questions dans ses propos recueillis par Marielle Balabala. L'État en Afrique a déserté ses missions. La problématique de la mauvaise gouvernance serait aussi à la base de cette migration. Pourquoi? Parce que l'État ne donne pas de l'emploi, l'État ne crée pas de l'emploi. Mais il y a aussi cette question de la pauvreté, du chômage, qui serait aussi à la base de cette expansion ou de ces taux élevés de la migration. Mais comme conséquence économique, je crois que l'Afrique est en train de se vider de la main-d'œuvre, parce que ceux qui quittent l'Afrique et pensent aller trouver mieux ailleurs, créent un vide au niveau africain de cette main-d'œuvre, et au niveau, sur le plan économique, c'est un manque à gagner pour l'Afrique. Et je crois que pour que cette situation ne perdure pas et ne cause pas du tort à l'Afrique, l'État doit s'investir dans ses missions régaliennes, et aussi la jeunesse doit s'investir dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a ces partenariats privés-publics qui l'État soutient les jeunes entrepreneurs pour donner du crédit afin qu'ils entreprennent. Et je crois à ce niveau-là, chaque partie aura joué sa partition. C'est-à-dire l'État, ce ne sera plus l'État providentiel, mais plutôt un État régulateur. Et la jeunesse ne sera plus une jeunesse paresseuse, mais une jeunesse qui entreprend. Et je crois de cette manière-là
l'Afrique aura arrêté cette hémorragie. Avant de boucler la première partie de cette édition dans l'Est de la République, nous sommes dans la ville de Goma, cette ville qui va abriter du 28 novembre au 3 décembre la 3e édition du championnat national du basketball sur fauteuil roulant. Les basketteurs de 5 provinces du pays, Kinshasa, Nord Kivu, Sud Kivu, Chopo et Haut-Katanga, vont compétir en 2 versions féminines et masculines. Selon Betty Madingula, présidente du comité national paralympique du Congo, cette compétition est organisée avec le financement du CICR et elle en profite pour demander le soutien du gouvernement congolais à son comité, à l'instant d'autres comités. Elle s'exprime dans ses propos recueillis par notre correspondant. Nous sommes venus annoncer aux journalistes de Goma l'organisation du 3e championnat national de basketball fauteuil qui aura lieu ici à Goma du 28 novembre au 3 décembre. La particularité, donc, c'est un championnat où les personnes en situation de handicap pratiquant du basketball vont compétir. Et là, nous aurons 5 ligues en version féminine et masculine. Donc la ligue de Kinshasa, la ligue du Nord Kivu, la ligue du Sud Kivu, la ligue de la Chopo et la ligue du Haut-Katanga. Le message que nous voulons transmettre, c'est l'inclusion sociale de personnes en situation de handicap par le sport. Alors, nous devons savoir que le sport, c'est un outil efficace de santé, mais également de promotion de la personne en situation de handicap. L'édition actuelle est organisée, comme vous l'avez, comme on l'a souligné, par le CICR. Évidemment, au niveau du Haut-Katanga, il y a le gouvernement du Haut-Katanga qui a contribué pour les déplacements, pour la délégation du Haut-Katanga. Le gouvernement congolais, il doit nous soutenir, nous considérer le comité national paralympique comme le comité olympique, mais je sais que ça viendra. Nous allons prendre à présent le rappel de titres avant de prendre la revue de presse. Plus de 80 personnels des l'ISTEM Kananga rejettent le nouveau comité de gestion nommé par le ministre des tutelles Mouindo Zangui Boutondo. Déclaration faite dans un mémorandum adressé au président Tshisekedi. Ces agents notent que faire partir le comité de gestion actuel équivaudrait à remettre leurs institutions à genoux. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et puis 4 morts, dont un Ougandais, une Congolaise et 2 Chinois. Tel est le bilan de l'attaque de rebelles Codeco en Ituri dans un site minier. L'analyste des questions politiques Franck Sea voit une forme de boycott à l'état de siège ainsi qu'une menace aux institutions politiques. Le journal des journaux dans quelques secondes. Il est déjà avec moi sur ces plateaux, donc Chita, bienvenue. Merci. À la une de votre revue de presse, Fachi laisse confus les turiféraires arrogants de l'Union sacrée. Et tout à fait, Fachi laisse confus le turiféraire arrogant de l'Union sacrée, titre dans sa une le quotidien Forum des As. Alors dans cet article on peut lire jusqu'où irait le bras de fer entre l'Église catholique en RD Congo et l'État. Subsidiairement, à qui profiteraient ces conflits? A priori, pas au président Félix Tshisekedi qui ne fait plus aucun mystère autour de sa candidature à la présidentielle constitutionnellement prévue en 2023. Dès lors que les églises catholiques et protestantes avaient publiquement déclaré qu'elles n'accompagneraient pas les processus électoraux en cours, cette prise de position plantait dorait déjà les décors de la contestation des résultats des prochaines élections. Ainsi, pour conjurer, poursuit ses quotidiens, la crise et préserver la cohésion et l'unité nationale, le président Félix Tshisekedi a dépêché dans la soirée du mardi 23 novembre une mission de paix composée des 4 hautes personnalités auprès de l'évêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, à savoir Christophe Mbosso-Kodia et Modeste Bahati, respectivement présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les 2 chefs de corps ont été accompagnés du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Et puis Kalev Mouton, de l'auditorat général de FARDC est-il bloqué? Oui, c'est parmi les titres traités dans la presse congolaise. Conférence sur l'élimination des violences faites aux femmes et filles
Affaire Kalev Mouton de l'auditorat général des FARDC. Est-il bloqué, s'interroge les journaux de la prospérité. Plusieurs cas ont été enregistrés en RD Congo, dont ceux de Madame Sondra Bongina Kelele et des mademoiselles Dorcas Basiloa Kapinga, deux principales victimes des viols et autres attouchements lors de la perquisition des résidences de M. Kalev Mouton le 10 août 2021. Les avocats de la défense de l'ancien directeur général de l'ANR, qui, en leur temps, avaient haussé les tons, tirent la sonnette d'alarme et continuent à réclamer justice. Bien plus, Justicia SBL, une ONG des défenses des droits de l'homme, avait elle aussi exprimé les mêmes inquiétudes de démontrer la nécessité pour la justice militaire d'engager des poursuites contre les auteurs présumés de ces violences maintes fois décriées en RD Congo, où est donc cette instruction de ce dossier dont les plaintes demeurent sans fuite jusqu'à ce jour. Doit-on penser que pour ces deux cas-là, l'auditorat général de FARDC est-il bloqué? Telles sont les questions auxquelles les avocats de la défense de M. Kalev Mouton, en dépit de toutes les démarches entreprises pour le déclenchement des procédures, attendent des réponses claires de la part de l'auditorat général de FARDC. Dernier titre de votre revue de presse, plat préféré Hold Up. Oui, c'est l'éditorial de Forum des As. On peut lire justement dans cet éditorial qui est un billet justement. Plat préféré Hold Up, les aéros congolais n'ont pas attendu les génies créateurs des enquêteurs du siècle pour consommer du Hold Up dès le seuil de l'indépendance. Hold Up s'est invité comme menu, incapable d'éviter cet étrange plat dans leurs assiettes. Ils ont dû manger façon avaler des couleuvres au service un maître d'hôtel noir couché par des blancs, conséquence de ces hold-up. Ces premiers ministres ici de Zurne sera neutralisé jusqu'à ce que mort s'en sera suivi 4 et 5 ans en tout cas plus tard. Rebelote, le Congolais qui avait évité du hold-up pendant le plat de résistance que furent les élections législatives gagnées haut de la main par la coalition des Moïse Tchombe, voit les déserts tourner au vinaigre, les hold-up qu'ils avaient cru conjurer revient au galop, mieux à la table, ça sera Évariste Kimpa. La lecture transversale des journaux paris en RDC, c'est vendredi et signé Danchita. Merci. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est également la fin de cette grande édition du journal préparée par toute la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi sur toute l'étendue de la RDC, notamment à Goma, dans la province du Nord Kivu. Restez branchés sur nos antennes d'information, restez en continu.